à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre web émission Artiste-Auteur un statut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant d'actualité et en profiter pour faire un bilan. On va parler de présidentielle. Que nous réserve le nouveau ministère de la Culture? Alors, petit disclaimer avant de commencer, de vous présenter nos invités. On enregistre cette web émission le 28 avril 2022 à quasiment 19 h. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui est Premier ministre et qui sont les ministres. C'était important de le rappeler. Je vais accueillir pour un premier plateau ce soir Samantha Bailly, qui est autrice et qui est aussi ancienne présidente de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, puis de la Ligue des auteurs professionnels. Catherine Ouineau, qui est artiste-autrice et qui est représentante du CAP, qui est le comité pluridisciplinaire des artistes, auteurs et autrices. Et enfin, Frédéric Maupomé, qui est auteur et l'actuel secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels. Bonjour à tous et merci de me faire le plaisir de nous retrouver ensemble ce soir. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de parler tous ensemble d'un bilan des 5 ans qui viennent de s'écouler, de ce mandat, de ce premier mandat d'Emmanuel Macron. Et puis, dans un second temps, on fera une perspective d'avenir sur les 5 ans qui nous attendent. On va commencer tout de suite en faisant un petit peu, on va dire dans un ordre un peu chronologique, puisque je vais m'adresser à Samantha et Catherine dans un premier temps, et vous demander de vous replonger en 2017, donc il y a 5 ans. Et j'aimerais tout simplement savoir ce que vous attendiez d'Emmanuel Macron à ce moment-là, pour les artistes-auteurs, et puis aussi de Françoise Nyssen, donc, qui était notre première ministre de la Culture à l'époque. Bien, c'est un sacré flashback. Je m'en souviens très bien, Betty, puisqu'à l'époque, on était au moment où donc, Emmanuel Macron était arrivé président, où un certain nombre de réformes transversales en fait, avaient été mises en place, et notamment concernant la CSG, qui paraissait être un micro-détail à l'époque. Beaucoup de personnes se disaient « Oh, CSG, qu'est-ce que c'est ?» Jusqu'à ce qu'on se rende compte dans certaines organisations de défense des droits sociaux des artistes, auteurs et autrices qu'en fait, il n'y avait pas de compensation prévue pour la CSG, pour la population spécifique des artistes, auteurs et autrices. La petite bagatelle de plus de 200 000 personnes, hein, n'est-ce pas? Et on se rendait compte qu'au ministère de la Culture, cette question n'avait absolument pas été anticipée. Et je pense que ce n'était pas un détail, mais ça peut le paraître à l'échelle de toutes les réformes qui étaient en place. Cet élément, en tout cas, nous montrait qu'il y avait une profonde lacune de suivi d'une population de professionnels au niveau du ministère de la Culture et puis plus généralement au niveau du gouvernement, puisque parmi quelques rares populations professionnelles spécifiques, on faisait partie de ce qu'on pourrait nommer le trou dans la raquette, n'est-ce pas? De là a découlé de nombreux rendez-vous avec les ministres successifs, mais en 2017, je me souviens très bien de ces entretiens avec Françoise Nyssen, avec la promesse que l'erreur et le préjudice seraient réparés. Et quand on voit la mise en place de cette réparation, ça a été ce qu'on peut nommer une usine à gaz, puisque les compensations n'étaient pas automatiques, elles étaient différées dans le temps, etc. Et je trouve que ce premier élément du mandat est une illustration de tout ce qui a suivi. Je ne dis pas que c'est la responsabilité de ce gouvernement-là en particulier, puisque c'était comme ça bien avant, mais en tout cas, on a constaté que les réformes transversales mises en place par le président mettaient au jour, je dirais, l'angle mort dans lequel était notre population professionnelle, parce que quand on fait des réformes pour tous les professionnels, eh bien forcément, c'est là qu'on voit apparaître ceux qui sont oubliés. Oui, tout à fait. En fait, cette histoire d'angle mort est permanente, puisque moi, je me souviens antérieurement à ça que les artistes-auteurs avaient été oubliés quand on est passé du RMI au RSA, par exemple. Donc, en fait, systématiquement, effectivement, quand des mesures générales sont mises en place,
systématiquement, les artistes-auteurs sont oubliés, parfois avec les marins-pêcheurs, Oui. et Il y a un parfois rapport avec d'autres petites populations, entre guillemets. Mais enfin, bref. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème permanent de repérage de qui est cette population. Mais c'est pas simple. Enfin, évidemment, on ne peut pas bien gérer une population qu'on ne connaît pas, c'est évident. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé, là, on commence un petit peu, quand je dis on, c'est à savoir qui sont les artistes-auteurs, alors qu'avant, personne, en fait, grosso modo, savait qui nous étions. Donc là, on commence un petit peu à savoir qui on est. Mais néanmoins, ça n'empêche pas, en fait, de ne toujours pas être... enfin, on continue à être maltraité, quoi, au sens propre, en fait. Mais la condition sine qua non, c'est déjà de savoir qui sont les artistes-auteurs, cette condition-là est en train d'être un peu remplie, mais néanmoins, la maltraitance continue. Oui, il y a quand même, en fait, derrière ça, de manière systématique, le fait que l'idée même qu'il y ait des artistes, auteurs et autrices qui soient des professionnels n'est pas intégrée dans le logiciel, y compris du ministère de la Culture. Donc, alors qu'il devrait réagir systématiquement sur toute réforme qui touche des professionnels, des indépendants, etc. Ils devraient réagir, mais en fait, comme eux-mêmes ne sont pas complètement intégrés cette idée qu'il y a des artistes auteurs et que c'est une activité professionnelle, etc., du coup, ils ratent tous les dossiers, en fait. C'est même la profession dans son ensemble qui n'est pas repérée, c'est-à-dire que on a tous la même activité économique, et c'est cette non-reconnaissance, somme toute, de notre activité économique, à savoir créer des œuvres, un détail, qui n'est pas clairement reconnu, ni statistiquement, ni conceptuellement, ni etc. C'est ça, même pas comprise, en fait. C'est souvent ça qu'on a comme impression, c'est qu'ils ne comprennent pas que notre travail, c'est de créer des œuvres. Oui. Bon, après cette première année, il y a eu quand même en 2018 la création de la Ligue des auteurs professionnels. Samantha, est-ce que tu veux nous en dire plus sur le contexte de cette création et ce qui a fait réagir un certain nombre d'auteurs pour créer cette ligue? Si on se remet dans le contexte de l'époque, on est à une période où il y a deux grands tremblements de terre qui interviennent. D'abord, les réformes, je dirais, systémiques et transversales dont on a parlé précédemment, qui allaient toucher la profession des artistes-auteurs au sens large. Et la deuxième chose, ce sont les réformes spécifiques du régime, et notamment la transition AGSA, MDA, URSAF, qui est un changement, une réforme qui était latente depuis un moment, mais qui se déclenche sans aucune concertation, sans rien. Bim, on apprend que le truc va se produire. Et là, en fait, on commence à prendre conscience au fur et à mesure qu'on est complètement sorti des radars et qu'on est assez morcelé, en fait. Et si on prend juste sur le champ du livre, que, en tout cas, au sein de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, on défend l'idée que d'écrire et de publier dans le cadre de l'édition de la littérature jeunesse, c'est un métier. Et on voit que cette vision de la profession, de l'idée que créer est un métier, n'est pas, disons, une vision partagée par toutes les organisations d'auteurs et d'autrices diverses, associations, syndicats, etc., qui peuvent y avoir dans le paysage. Et on se dit qu'il y a une forme d'urgence à se rassembler et à porter le message qu'il existe une population de professionnels en fait, de la création, en tout cas au sein du livre à ce moment-là. Et au moment de la création de la Ligue, on ne le sait pas encore, mais on germe cette idée de toucher à la transversalité et voilà, de pouvoir échanger aussi avec d'autres professions créatives et d'être dans une démarche extrêmement ouverte d'esprit et revendicative voilà, de ce paradigme suivant qui paraît pas une aberration, mais comme l'a dit Frédéric plus tôt, qui est encore très difficile à appréhender même pour nos institutions. Mais oui, qu'en fait, les créateurs et créatrices, pour nombre d'entre eux, exercent ce métier, qu'il soit au titre d'activité principale ou avec une autre activité à côté. Là n'est pas tant la question. Et quand on crée la Ligue des auteurs professionnels, on veut aussi envoyer un signal fort d'identification des pouvoirs publics pour essayer de faire prendre en compte ça et se dire qu'on a besoin en fait de trouver d'autres moyens militants de faire passer ces messages puisque
les décennies s'écoulent et qu'on est face à des scandales sociaux toujours plus importants les uns que les autres. Du coup, ce militantisme et cette agrégation aussi de pas mal de différentes associations, organisations, etc., a donné en 2019 la commande du fameux rapport Racine. Là aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce moment et puis sur le combat qui a amené ça et puis ce que ça a apporté ensuite pour la suite de nos combats, en fait, tout simplement. Si vous pouvez vous exprimer tous les 2 ou 3 là-dessus, je ne sais pas qui veut parler. En tout cas, ce que je trouve qui a été marquant sur l'histoire du rapport Racine, c'est que pour une fois, la commande du rapport elle-même était quelque chose de nouveau. Non pas qu'il n'y a pas eu déjà 250 000 rapports qui ont servi à caler des chaises dans les divers ministères, ça a été le cas, mais ce qu'il y avait de nouveau, c'était justement cette approche de l'ensemble des artistes-auteurs et non pas cette approche en silo qui passe son temps justement à diviser pour régner et à brouiller, somme toute, justement ce qu'il y a de commun entre nous tous et qui est essentiel, qui est la création d'œuvres. À chaque fois qu'on insiste sur le type d'œuvre que X ou Y crée, après on se noie en fait dans des formes de détails, si on peut dire, et puis au bout du compte, ça donne ce que dira par la suite Roselyne Bachelot, à savoir les conflits dans les mers de Chine, tout ça est beaucoup trop compliqué, donc on ne va rien faire du tout, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve que la première qualité du rapport Racine était de justement s'attaquer au problème d'une manière parfaitement transversale et non pas par le petit bout de la lorgnette habituelle. Et donc de pouvoir en fait commencer à faire une sorte d'état des lieux un peu plus sérieux et de voir les problèmes, parce qu'en fait nos problèmes essentiels sont communs. Après, ils se manifestent de manière éventuellement différente selon, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes diffuseurs, parce que ci, parce que ça. Mais au bout du compte, on est tous la variable d'ajustement de nos écosystèmes. On est tous maltraités, en fait. Donc, pour moi, la première chose qui était intéressante pour le rapport Racine, c'était ça. Et c'était plutôt courageux, si on peut dire, de la part de Riester d'avoir fait cette commande. En fait, ce qui m'étonne rétroactivement, c'est qu'ils aient laissé faire cette commande presque. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas anticipé que c'était vraiment un changement de paradigme et que ça remettait nécessairement en cause, en fait, leur façon de réfléchir jusqu'à présent. Et que les résultats allaient être là. Oui, je rappelle quand même, je ne l'ai pas dit, mais entre-temps, on a changé de ministre, donc on est passé à Franck Riester à partir d'octobre 2018. Ouais. Samantha ? Ouais, je pense vraiment qu'à l'époque, en tout cas, quand on a ce premier rendez-vous avec Franck Riester, avec Benoît Peters et Denis Bajram, au nom de la Ligue, on donne une intention, enfin, on dit très clairement les choses, en fait, qu'il y a une urgence et que ce qu'on attend, c'est un changement de paradigme. Et l'outil que propose le ministère, c'est une mission pour aller vers du changement. Donc, à l'époque, en tout cas, après, les choses sont ce qu'elles sont. Moi, je dirais que Franck Riester, des ministres successifs que nous avons eus à l'époque de ce quinquennat, c'est le ministre qui était peut-être pas le plus médiatique, etc., mais c'est peut-être celui qui a vraiment essayé de faire quelque chose, en fait. Enfin, avec ses équipes, en tout cas, parce que c'est toujours des cabinets, etc. Il y avait une volonté, je pense, qui était réelle et pas factice, parce que comme le dit Catherine, pourquoi sinon lancer une mission et faire tout ce travail de fond qui a quand même été mandaté avec des universitaires, des personnes extérieures. Donc, je pense qu'il y avait une réelle envie. Et puis ensuite, quand on est passé au résultat, on a vu qu'il y avait un blocage. Poser le diagnostic, c'était une chose, mais prendre les mesures qui s'accompagnaient, c'en était une autre. Et c'est vrai que ça a été à ce niveau-là une grande déception.
Mais quand on prend du recul, je suis d'accord que quand on voit maintenant Roselyne Bachelot, on se dit que Franck Riester, dans son équipe, il y avait une envie, une volonté d'être dans du changement. Et je trouve que c'était assez cohérent avec un certain nombre de choses qui nous étaient présentées. Et il y avait, même si on était sur le fond de ce qu'il y avait, son cabinet ministériel était réactif. Il y avait de la concertation où, hélas, ce n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais je trouve qu'après son passage, ça s'est vraiment dégradé sur l'écoute, en fait, qui pouvait être faite et sur cette vision, en fait, du professionnel, de la précarité dans laquelle sont les professions. Donc, le rapport Racine, il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est certain. Et je pense que ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que l'élan que ça a généré chez énormément de créateurs et créatrices, il est loin d'être neutre. Enfin, c'est rare de voir notre population professionnelle s'enthousiasmer pour un rapport, chose qui n'existe pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait la sensation on parlait de maltraitance, peut-être qu'on reconnaît enfin cette maltraitance et on l'écrit noir sur blanc. Et ça, c'était extrêmement fort. Et puis il y avait aussi, pour le coup, l'espoir qu'enfin on cesse cette maltraitance. Peut-être que Franck Riester a cru que le président était réellement disruptif. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que c'était bien évidemment le conservatisme qui l'emportait totalement en réalité. Et que, en tous les cas, en ce qui concerne notre paysage à nous, oui, on est dans un conservatisme hallucinant, quoi. On a vu la remise au pas dès la sortie, pour le coup, dès la présentation du rapport public du rapport Racine. Dès la présentation publique, d'emblée, il a été, comment dire, on a, dévoyé, on a tout de suite mis de côté. Immédiatement, les OGC se sont inscrits contre, et tout de suite derrière, le ministère s'est mis au pas et a découvert qu'en fait, ils avaient une laisse qui étaient les OGC, et que si les OGC ne sont pas d'accord, il n'est pas question qu'il fasse quoi que ce soit. En fait, il y a ça aussi qui est clairement ressorti, je trouve, de notre paysage. C'est le fait qu'en réalité, il y a des ministres de la culture qui se succèdent, mais ceux qui décident derrière, ce sont finalement les OGC, et personne n'ose aller contre. Quand je dis les OGC, plus particulièrement la SACEM et la SACD, les plus gros, quoi. Voilà, et qui jouent un rôle, qui se positionne en fait en concurrent des syndicats, mais qui n'ont pas les mêmes intérêts économiques, ce qui fait qu'au bout du compte, ils se positionnent d'une manière anti-syndicale. Et pour le coup, le gouvernement, la tendance anti-syndicale, ça va plutôt dans le même sens aussi, donc l'un dans l'autre. Voilà, l'ultralibéralisme l'a emporté, et ça se conjugue avec un conservatisme, ce qui fait que surtout ne changeons rien, etc. Et donc, aucune réforme structurelle n'a été envisagé, et le plan Bachelot qui est venu après, c'est le plan statu quo. Et puis rien en réalité. On en parlera peut-être juste après, Betty, mais on a même des choses aussi simples que d'améliorer le fait que c'est compliqué de simplement arriver à percevoir ces indemnités journalières maladie alors qu'on est en crise sanitaire ou maternité. Même ça, qui était un des points, ça n'a pas avancé d'un poil. Actuellement, les artistes, auteurs et autrices galèrent toujours autant avec ça, alors qu'il y a des solutions simples. Le problème étant quand même que à chaque fois qu'on n'a pas d'interlocuteur qui nous écoute en réalité. Ça se passe, c'est assez effrayant, quoi. Le rapport, il a quand même eu
un effet sismique quand même. Il y a énormément de gens qui ont tout d'un coup ouvert les yeux. Parce que, évidemment, pour les artistes-auteurs qui étaient impliqués dans des syndicats, etc., il y avait quand même pas mal de choses qui commençaient à être bien compris, mais il y a énormément d'autres acteurs de l'écosystème qui ont vu sortir ce rapport et qui tout d'un coup ont ouvert les yeux sur tout un tas de difficultés. Et voilà, que ce soit par exemple dans le domaine du livre, des libraires ou des agences régionales du livre, où tout d'un coup il y a des gens qui disaient oui, et alors ce rapport Racine, qu'est-ce qui en est sorti finalement, etc. Enfin, c'est quelque chose qui a marqué. Et il a beau avoir été enterré, en fait, il se laisse pas si enterrer que ça, quoi, finalement. Il reste une espèce de référence, même si, même s'il a été enterré, on peut encore le faire bouger, le faire survivre et essayer de ressusciter des morceaux. Ouais, moi, j'ai tendance à dire que c'est un espèce de fantôme qui hante les couloirs du ministère et d'autres organisations. Ça a été la sortie de l'Omerta sur le scandale de la GESA aussi, le rapport Racine. Hein. C'est sur cette base-là qu'il y a eu l'émission sur France 2 sur le scandale AGESA, par exemple. Mais là, ça venait de quelques paragraphes du rapport Racine. On va passer à 2020. Bonne année. Hein. Très bonne année, très bon cru pour l'ensemble de l'humanité. Forcément, on est début 2020 dans une période très compliquée, puisqu'on est en train de se rendre compte que le rapport Racine est en train d'être enterré. Et en plus, par-dessus, on a la crise Covid qui commence avec tout ce que ça a impliqué dans nos domaines en termes d'augmentation de la précarité des artistes-auteurs notamment. Moi, la question que je me pose là-dessus, c'est à ce moment-là, comment on reste mobilisé en fait, comment les associations, les syndicats réagissent à ce séisme aussi qui était la crise Covid. On ne savait pas du tout où on allait et dans quelles conditions, juste après cet échec, cet enterrement du rapport Racine. Quand on reprend la chronologie exacte, on est en février au moment où, entre guillemets, les annonces tombent et qu'elles sont très déceptives. Et quelques semaines plus tard, la crise Covid arrive. Et donc, à l'époque, on est encore sous Franck Riester. Son cabinet se mobilise. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a un côté terriblement prémonitoire dans cette crise Covid. Alors, évidemment que jamais on n'aurait imaginé une crise sanitaire mondiale. Mais je me souviens très bien qu'avec Denis et Benoît, quand on voit Franck Riester tout au début, on dit qu'il y a peut-être des circonstances qui amèneront notre population à ce qu'il y ait une urgence qu'on décèle, qui sont les professionnels au sens des personnes qui socialement dépendent économiquement fortement de leurs revenus de création. Et jamais on aurait pu imaginer que ça prendrait cet angle-là, mais finalement, c'est ce qui se produit, puisque ce qui est très curieux, c'est qu'on enterre le rapport Bruno Racine et tout ce qui est en rapport avec la reconnaissance de professions au sens large. Et au même instant, en fait, quand il s'agit de verser des aides, le premier réflexe du ministère de la Culture, c'est de dire « Ah oui, mais pas pour tout le monde. Il faut quand même qu'on sache qui est professionnel dans cette histoire. » Donc, complètement paradoxal. Et ça a été la lutte, mais vraiment, c'est-à-dire que dès le début, à l'époque de la Ligue, je peux vous dire qu'on avait fait des nuits blanches pour rédiger des textes pour le CSDL, pour le ministère de la Culture, pour donner des premières impulsions de ce qui pourrait aider les professions. Et dès le début, on demande en fait d'être accroché au Fonds de solidarité nationale. Parce qu'on a un certain nombre, je pense que c'est des organismes de gestion collective à l'époque, où immédiatement le réflexe c'est de dire nous, on va prendre l'argent, les aides de l'État, on va le gérer, on va le reverser sous divers critères et conditions un peu complexes. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, qu'il y ait une partie, que les OGC reversent à un moment donné de l'argent dans un cadre, je ne sais rien, peut-être social à ce moment-là, pourquoi pas. Mais ça paraissait fou quand même que le premier réflexe de l'État, ce soit en fait de mandater les organismes de gestion collective comme finalement des entités publiques, enfin des établissements publics,
ou voilà, des grands mécanismes nationaux que pouvaient avoir les autres. Donc, on arrive à se faire accrocher au Fonds de solidarité nationale, mais ce n'était pas acquis dès le départ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a arraché et au prix de certaines nuits blanches pour être accroché au Fonds de solidarité nationale. Et là, à l'époque, c'est là qu'on voit que le cabinet de Franck Riester a quand même cette volonté de faire cohabiter une vision quand même un peu plus avancée, de se dire, bah oui, il faut quand même les raccrocher au Fonds de solidarité, c'est une évidence, même si ça n'a pas parfaitement marché, on le fait, on l'acte, parce que ce sont des professionnels. Et bon, des choses qui sont déjà établies sur des gestions d'argent public un peu différentes. Là où maintenant, sur Roselyne Bachelot, je ne suis pas sûre qu'on aurait obtenu en fait des choses aussi évidentes si ça avait été à l'époque ça, parce qu'on est maintenant dans une vision qui est, je dirais, ultra conservative au niveau du ministère par rapport à ce petit temps qu'on a eu pendant la crise Covid, où ça n'a pas parfaitement marché, mais je pense que le Fonds de solidarité, même si ça a été fastidieux, a évité des catastrophes énormes. Quand on voit ce que ça a représenté en argent versé, et une fois, enfin, si on avait un numéro de SIRET, ce n'était pas du tout compliqué en fait d'accéder à ça. Voilà. Mais ça a mis au jour le fait que les artistes-auteurs n'étaient pas identifiés et que s'il y avait des difficultés en fait de versement sur des dispositifs généraux, eh bien, c'était aussi parce qu'on n'était pas capable de dire qui était artiste-auteur. Alors, je rappelle que du coup, on est passé sous Roselyne Bachelot en juillet 2020. Donc, en même temps que la crise sanitaire, il ne faut pas oublier qu'on a eu le passage concret à l'URSSAF Limousin avec un festival de bugs qui nous a quand même bien occupé, les organisations syndicales, étant donné que c'était, enfin, et ça l'est encore d'ailleurs, mais le délire complet, quoi. Hein. Donc en fait, on s'est retrouvé au milieu de diverses crises, je dirais, qui s'accumulaient, quoi. Frédéric, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ouais, ben c'est effectivement, il y avait le feu partout, en fait, à ce moment-là. Et très clairement, c'est le rattachement au Fonds de solidarité nationale qui a sauvé une grande partie des artistes-auteurs, même s'il y a eu des gens qui ont été ratés, même s'il y a eu des difficultés, etc. Aussi. C'est ça qui a quand même permis de tenir la baraque pour beaucoup d'artistes-auteurs et d'autrices. Quand on repense aux critères qui avaient commencé à être mis en place au départ pour les fonds pour les fonds sectoriels d'aide, puisque c'était comme ça que ça devait être au départ. Hein, c'était on va faire des fonds sectoriels pour chaque truc, en disant bon, mais les gens du livre, ils sont pas pareils que les gens qui font ci ou ça. Et les critères étaient complètement ahurissants. Il y avait dans une version, il y avait grosso modo, si vous avez un conjoint et qui travaille, vous allez pouvoir vous asseoir sur les aides, quoi. Comme si dans le budget d'un couple, en général, on compte de revenus, quoi. Donc, c'était des critères complètement fous. Et heureusement qu'on a pu éviter ça grâce au Fonds de solidarité. Qui n'a pas été le premier réflexe, c'est exactement ce que tu dis, Fred. C'est vraiment au début ces fameux fonds sectoriels qui, en complément, n'étaient pas une mauvaise idée en complément d'autres choses, si ça avait été vraiment complémentaire, parce qu'en plus, c'était pas complémentaire, c'était l'un ou l'autre. C'était l'un ou l'autre. Ça a été. Et puis, bon, on a vu comment ont été gérés. Ils ont aussi été facteurs de beaucoup d'inégalités, ces fonds sectoriels, entre les différents artistes, auteurs et autrices. Ils étaient entièrement pensés en termes de secteurs de diffusion, comme s'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs et d'autrices qui étaient multi-activités et qui faisaient à la fois de la musique et des livres et de la sculpture, etc. Enfin, il y a quand même énormément de gens multi-activités qui tout d'un coup ne rentrent plus dans aucun critère parce qu'on n'a pas calculé, quoi, en fait, que tout simplement ces gens-là étaient aussi des auteurs et des autrices. Donc voilà. Et heureusement qu'il y a eu ce fonds de solidarité. Alors, moi, il y a un autre avantage que j'ai trouvé à ce fonds de solidarité, c'est que
notamment pour beaucoup d'auteurs professionnels font beaucoup de festivals, de rencontres, etc. Bon, ben là, on ne pouvait plus rien faire. Et donc, il y a du temps qui a été dégagé par rapport à d'habitude. Donc, tu avais plusieurs versions pour gérer ce temps-là. Bon, il y avait l'option je déprime et je m'enferme dans ma cave, ce qui était une option assez commune. Il y a eu l'option c'est super, je n'ai pas besoin de me déplacer, je peux travailler vachement. Mais il y a aussi quand même eu des auteurs qui ont réinvesti ce temps-là dans la lutte commune et qui ont commencé à chercher des trucs et qui ont voulu travailler et essayer de s'engager. Et voilà, donc c'était quand même pas mal pour ça aussi. C'est vrai. On arrive à 2021, même si ça a été glissant entre 2020 et 2021. Frédéric, on va parler des négociations avec le ministère. Est-ce que tu veux nous en parler puisque c'est vraiment le dernier dossier. Il y a deux dossiers. Hein. Il y a quand même la suite des fonds sectoriels qui ont quand même perduré encore un peu dans le temps, avec une gestion qui a été, de mon point de vue, calamiteuse. Et alors là encore, comme depuis le début de la création de ces fonds-là, énormément d'inégalités. Les fonds sectoriels du CNL, d'aide Covid, sur les deux derniers, par exemple, on parle de entre 200 et 300 auteurs qui ont été aidés. Voilà. Sur plusieurs dizaines de milliers d'auteurs de livres et plusieurs milliers d'auteurs professionnels de livres, quoi, qui ne font que ça quasiment comme activité. Et donc, on a dû travailler là-dessus. Et moi, j'ai quand même beaucoup de difficultés quand le CNL est très content d'avoir aidé 214 personnes. Moi, ça me rend fou, en fait. Ça me rend fou de voir comment de voir la catastrophe que ça a été en termes de communication, en termes de montage du truc, en termes d'explication aux auteurs. On a réussi pour le deuxième fonds à demander un report des dates de dossier, par exemple, qui a été repoussé de 3 semaines. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, j'ai eu des tonnes d'auteurs que j'ai appelés. J'ai appelé des ateliers d'auteurs de bande dessinée et j'ai eu des auteurs qui me disaient deux choses. Il y en a une partie qui disait « Ah, mais j'ai regardé, j'y ai pas droit », alors qu'en fait, ils y avaient droit. C'est juste que c'était tellement mal expliqué et pas clair qu'ils ne comprenaient pas qu'ils y avaient droit. Et puis aussi, comme le CNL avait quand même communiqué en disant qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour tout le monde, j'ai eu aussi pas mal d'auteurs qui ont dit « Ben oui, mais moi, j'en ai moins besoin que les autres et je ne vais pas le demander ». Et vraiment, j'en ai eu pas mal, des comme ça, qui auraient droit à quelque chose et qui n'ont pas demandé. Mais voilà, c'était la suite. C'est la suite du fonctionnement sectoriel. Voilà, et je passe sur les détails techniques, sur les fichiers Excel qu'il a fallu corriger, sur les formules de calcul qui étaient fautes dans leur système d'aide, et où à la fin, c'est moi qui refais la feuille Excel pendant que j'ai eu le Covid, parce que ça a été vérifié par personne, en fait. Parce que personne n'a été regardé. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, du point de vue de ce que c'est qu'une politique publique, hein, tout simplement, c'est qu'il y a cette première... En fait, quand ils ont mis en place les premiers fonds dits sectoriels, c'était, pour l'instant, parce que nous, on demandait tous un guichet unique, hein, et dans un premier temps, c'était oui, non, mais là, on n'a pas le temps, etc. Et puis après, il y a eu un petit bilan. Le bilan était assez rapide à faire sur cette première version des fonds sectoriels. Le bilan était catastrophique. Enfin, c'était un échec. Et je trouve quand même extraordinaire que quand tu as tenté un truc, tu as constaté que tes centres nationaux ne savent pas gérer, que donc, du coup, tu as filé ça à des OGC, que ça a donné tout et n'importe quoi, et surtout beaucoup, effectivement, d'inégalités de traitement, et que ça n'a pas nécessairement touché les personnes qui en avaient le plus besoin, eh bien, la fois suivante, on ne change pas une équipe qui perd, tu recommences, tu refais la même chose. C'est-à-dire refaire éternellement les mêmes erreurs. Moi, c'est quelque chose, ça fait assez longtemps, malheureusement, que je fréquente le ministère de la Culture. Et ça m'étonne toujours, simplement d'un point de vue rationnel, hein, de refaire éternellement les mêmes conneries, quoi. Enfin, de retomber en permanence dans les mêmes ornières, les mêmes erreurs, tout ça parce qu'on a l'habitude de gérer les artistes-auteurs en silo, donc on va continuer à creuser ce sillon absurde
qui démontre en permanence qu'il est aberrant, mais ça fait rien, on continue. Cette aberration, et ça continue maintenant, hein. Cette aberration-là, je veux dire, il n'est pas tenu compte, il ne tire pas les leçons de l'expérience ni du passé. C'est grave, hein, je trouve, pour des décideurs publics. Donc oui, après, effectivement, tu as raison, il y a cette négociation. Alors, en gros, le ministère de la Culture missionne Pierre Sirinelli et Sarah Dormont pour entamer un cycle de négociations entre le SNE et les associations et syndicats d'auteurs sur des questions, on va dire, contractuelles. Sachant que c'était un peu obligé parce qu'il fallait de toute façon se revoir entre le syndicat national de l'édition et organisation d'auteurs après un certain temps, puisqu'il y a eu des accords de 2017, de 2014 également, et il y a des clauses de revoyure, et en fait ça faisait déjà 2 ans qu'il fallait se revoir, et ce n'était pas le cas. Donc en plus des sujets de revoir un petit peu cet accord-là, sachant que je pense que l'idée du ministère de la Culture au départ, c'est simplement de dire, bon, on va faire un petit toilettage rapide. Au-delà de ça, il y a quand même des questions intéressantes puisqu'on a eu des directives européennes qui sont sorties, et notamment une directive européenne qui parle de la question de la rémunération des artistes, auteurs et autrices en Europe. Et qui dit par exemple qu'il faut qu'on ait droit à une rémunération juste, appropriée et proportionnelle en français ou proportionnée en anglais. Mais en tout cas, il faut que ce soit juste et approprié. Donc, il y a vraiment il y a des choses à mettre en place, et notamment des mécanismes, par exemple, dans le cas d'une rémunération qui a été manifestement trop faible et qu'il y a eu un système pour remettre en place une rémunération juste et appropriée. Donc, la question de la rémunération, en fait, elle est un peu pas tout à fait prévue par le ministère de la Culture, mais en fait, elle arrive obligatoirement par les textes. Voilà. Au démarrage de cette négociation, il n'y a pas grand monde qui voulait qu'il y ait la Ligue autour de la table, en fait. Mais il faut reconnaître quand même à Pierre Sirinelli que, en fait, il a dit qu'on y serait, quoi. On s'est beaucoup posé la question, nous, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? On s'est posé la question parce que une de nos volontés, c'est quand même qu'il y ait une représentation professionnelle, qu'il y ait des élections et qu'il y ait donc des interlocuteurs naturels du ministère ou du ministère ou de n'importe qui, enfin au niveau professionnel, une représentation qui soit issue des urnes. Et donc y aller parce qu'on avait dit que vous, c'est bon, vous avez le droit d'y aller, ça nous a quand même posé des difficultés, parce que si nous, on y est, tout le monde n'y est pas. Il y a quand même un certain nombre de syndicats et d'organisations qui ont été écartés de la discussion ou mis à part, que ce soit d'ailleurs au niveau des auteurs, mais aussi au niveau de l'édition. C'est-à-dire que le syndicat des éditeurs indépendants n'était pas autour de la table, en fait. Donc voilà, on a du coup discuté de ce sujet entre nous, et puis on en a parlé avec aussi d'autres associations professionnelles, et on a discuté de quoi on pouvait parler, etc. Et puis on a finalement accepté de rentrer dans ce cycle-là. Alors ça a été très long, très compliqué. Ce cycle de négociation, c'était grosso modo une réunion de 3 heures toutes les semaines pendant 9 mois, je crois. On a eu un mois de pause en été, voilà. Mais sinon, c'était à peu près ça, plus évidemment des réunions préparatoires, voilà. Donc énormément de travail pour des sujets qui sont pas complètement inintéressants. Il y a quand même des avancées qu'on a fini par arracher, mais qui sont de toute façon pas des sujets qui changent la vie des gens non plus, quoi. Voilà. Avoir deux rééditions de comptes par an, c'est vachement bien. Ça évite d'être payé une fois par an, mais on est payé 2 fois par an. Mais si c'est au lieu de gagner 20 €, on gagne 2 fois 10, ça nous a quand même pas changé la vie. Voilà. Donc c'est pas des avancées dégueulasses, hein. C'est pas des avancées inutiles, mais c'est pas non plus des choses qui changent la vie. Et ce qu'on a pu constater, c'est
le fait que la discussion sur la rémunération, en fait, elle a été repoussée tout le temps, à plus tard, à plus tard, à plus tard, avec quand même un certain nombre de stratégies dilatoires de la part du SNE, de revenir en arrière sur des discussions qu'on avait déjà eues, parce qu'en fait, ils étaient plus d'accord, mais en fait, on recommence, etc. Et tout ça a fait qu'on n'a jamais abordé vraiment le cœur de la question de la rémunération. Au moment de la fin de la mission, parce que la fin de la mission, elle était prévue au mois de novembre, je crois, au départ. Et en fait, au mois de novembre, on n'a rien. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas parlé de la rémunération, mais en plus, on n'a aucun accord sur aucun point. C'est quand même un petit souci. Un petit souci. Et donc là, il a fallu discuter avec le ministère de la Culture pour dire, mais en fait, il faut que vous prolongiez cette mission. En fait, elle n'est pas finie, la mission. On a une feuille de route, parce qu'on a quand même réussi à créer à créer un document de travail, on va dire une feuille de route de négociation qui a été acceptée par l'ensemble des partenaires autour de la table. Et dans cette feuille de route, il y a la question de la rémunération. Elle est marquée, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et du coup, en se basant sur ce document-là, on a quand même pu arriver, ça n'a pas été facile, mais on a commencé à convaincre le ministère de la Culture de dire, en fait, il faut continuer, parce qu'on n'a pas fini. On a continué, donc qu'est-ce qui s'est passé? La rémunération, la discussion a été repoussée, repoussée et repoussée. Et voilà, et on est arrivé jusqu'au mois jusqu'au moment d'Angoulême, ça devait être en mars, avec 5 points d'accord qui ont été trouvés et un point qui était, grosso modo, on a 5 points, on les acte et on continue la discussion spécifiquement sur la rémunération derrière. En gros, c'était une manière de cranter un certain nombre d'acquis et en actant qu'il fallait quand même parler de rémunération, parce que, évidemment, au niveau du SNE, enfin, il y a toujours deux, on va dire, deux discours, quoi. Il y a le discours en public, voilà, je ne sais pas, dans le directeur du SNE, Pierre Dutilleul, dit que la question de la rémunération des auteurs est au centre de nos préoccupations dans les mois qui viennent. Voilà. Standing ovation dans la salle. Et puis après, il y a la discussion quand on est juste une vingtaine autour de la table. On sent que le centre des préoccupations n'est plus, c'est légèrement décalé, quoi. Donc voilà, on avait quand même ces 5 points d'accord. Et puis là, on voit bien qu'on est quand même avec des professionnels de la narration, avec des gens qui travaillent les histoires, etc. Donc, l'accord, cette espèce d'accord de crantage là, devait être signé. C'était un mercredi, c'était mercredi 19h30. Moi, je suis à Toulouse. Je ne sais pas si je vais à Paris ou pas pour signer l'accord. Voilà, j'ai pas mes billets d'avion encore, hein, j'attends. Et voilà, puis il est 11h, il est 11h30. On n'a toujours pas d'infos, il est midi, 1h. Moi, je commence à être un peu embêté parce qu'il va quand même falloir aller à Paris. Depuis chez moi, ce n'est pas trivial. Donc, j'appelle le ministère de la Culture qui me dit oui, alors pour l'instant, c'est toujours pas signé par le SNE, ils sont en train de discuter, etc. Ok, très bien. Et puis, grosso modo, vers 2h de l'après-midi, on apprend qu'ils auraient bien voulu signer cet accord, mais malheureusement, ils ont eu un problème de quorum et ils n'ont pas pu signer. Pas de bol, dommage. Donc du coup, moi je ne vais pas à Paris, je vais à Angoulême à la place. Et ça a été très mal vécu par le ministère de la Culture. Parce qu'à ce moment-là, il y a quand même il y a un accord qui a été donné, en fait. C'est-à-dire que le SNE avait dit c'est bon, on signe. Voilà. Et notamment le président du SNE, Vincent Montagne, avait dit c'est bon, on va signer, en fait. À tel point que notre ministre, n'étant pas à Paris, était rentré à Paris pour la signature de l'accord à 19h30. J'imagine les petits fours étaient installés. Enfin, je ne sais pas s'il y avait le Covid, donc peut-être pas les petits fours encore, mais et ça a été pas mal, ça a été mal vécu. Mais ça montre surtout la totale impuissance à finalement, je dirais, contraindre des négociations collectives. Oui, tout à fait. Et puis, ça a été... Donc, finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a eu le lendemain matin, puisque Roselyne Bachelot était arrivée à Angoulême, on a pu la voir, et on lui a dit, écoutez, en fait, qu'il y ait un accord ou pas, vous pouvez lancer une lettre de mission sur la question de la rémunération.
vous pouvez le faire. Et on a commencé on va dire, à travailler dans ce sens-là. Et finalement, c'est à peu près ce qui a été fait et qui a fini par sortir. C'est-à-dire que, du coup, là, on a une nouvelle mission de négociation qui redémarre, notamment sur la question de la rémunération. Et on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque là, on va être dans la perspective. Merci beaucoup pour ce déroulement des 5 ans qu'on vient de passer. On va laisser Samantha partir. Retrouver mon enfant qui parfois vaquer, surgit et qui sera coupé au montage. Ouais, je voudrais quand même... moi, il y a un truc qui me paraît important sur le bilan de ce quinquennat, oui. C'est que il n'y a quand même jamais autant de questions sur les artistes-auteurs qui ont été mises sur la table et qui sont sortis, en fait. C'est-à-dire, on avait un truc qui était, où c'était le bordel, c'était une catastrophe et c'était très enterré de partout. Et là, il y a le nombre de sujets qui sont sortis est quand même énorme. Bon, par contre, on n'a aucune réponse. Mais les sujets sont sortis, et une fois que les sujets sont sortis, il va quand même falloir arriver à trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. Et bon, on espère que ça va se faire. Oui, je suis d'accord avec Fred. On est sorti de l'omerta et ça, c'est déjà très important en fait. C'est ce dont on va pouvoir parler. Rien n'est résolu, mais on est sorti d'une forme d'omerta. C'est ce dont on va parler tout de suite dans la deuxième partie. On va laisser Samantha et on va accueillir notre nouvelle invitée très vite. Merci Samantha.